Bienvenue dans la troisième saison du podcast Marketing Cabinet Comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, on se retrouve dans le troisième épisode de la saison 3 avec Nicolas Poussy, où on va parler ensemble du lancement de cabinet en ex-nihilo et l'importance du marketing à ce moment-là. Nicolas, bonjour. Bonjour Florian. Je suis ravi de te recevoir et avant qu'on commence dans la thématique, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Donc moi je suis jeune expert comptable sur Paris, mais ça on reviendra un petit peu plus longuement peut-être tout à l'heure sur la spécialisation que j'ai souhaité développer. Et aujourd'hui donc jeune expert comptable et très investi dans des associations puisque je suis président du CGEC Paris et en même temps je viens de rejoindre le bureau national du club. Donc c'est à côté de nos amis du bureau national donc de toutes les régions donc sous la présidence de Wahib Damani et puis avec un certain nombre de membres actifs il y a notamment Loris Tramboni et Abderrahman Megdad avec qui et puis beaucoup d'autres puisqu'on est assez nombreux et voilà et l'objectif ça change un petit peu du CGEC Paris puisque l'objectif c'est d'animer les régions de pouvoir partager sur les éventuelles difficultés entre les différentes associations et régions parce qu'effectivement on n'a pas forcément le même tissu de jeunes experts comptables et pas forcément le même nombre d'adhérents, pas forcément les mêmes partenaires. Enfin voilà, tout ça est fait que on se rencontre d'ailleurs avec les autres régions 2 à 3 fois par an en conseil national. Et t'es situé où à Paris? Le nom de ton cabinet, tu nous l'as pas dit. Alors je t'ai pas dit, ouais exactement. Donc, le nom de mon cabinet c'est Figurine. Alors Figurine, c'est pour faire un petit clin d'œil effectivement parce que j'ai une spécialisation dans le domaine artistique et culturel. Donc la figurine au sens, on va dire de la collection de bandes dessinées, voilà, il y a un objet du mythe. Et figure pour les chiffres et figure in, donc donnons du sens à nos chiffres. Bah ça c'est important, tu vois, comme quoi tu as réfléchi un petit peu ton offre et on va aller sur la première question qui est la conception de cette fameuse offre de service. Donc t'arrives, tu lances ton cabinet et tu te dis bon, qu'est-ce que je vais offrir comme service? La compta comme tout le monde ou t'as été plus loin toi? Alors, c'était toute la difficulté puisque, alors dans mon parcours en fait, moi j'ai fait que du grand cabinet. J'étais à Ernst & Young au départ et puis après je suis allé dans un autre cabinet qui est Primixis, qui est situé aussi à la Défense. Et en fait, j'ai totalement, on va pas totalement changé de voie, mais parce que je suis toujours expert comptable, mais j'ai changé ma typologie de clientèle puisque mon mémoire d'expertise comptable n'a pas forcément porté sur les sujets que j'en rencontrais au quotidien, puisque j'ai choisi un mémoire dans le domaine du droit d'auteur appliqué à la bande dessinée, donc dans le domaine totalement artistique. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis posé plusieurs questions et je me suis dit voilà qu'est-ce que je fais après, et je me suis dit est-ce que c'était un thème qui me plaisait beaucoup, et c'est à partir de ce moment où je me suis dit voilà je vais probablement me lancer dans ce type de secteur. Alors j'ai pas du tout eu l'idée dès le départ de créer un cabinet ex nihilo, je me suis dit voilà peut-être que je vais rejoindre un autre cabinet spécialisé dans le secteur pour apprendre. Voilà, j'avais un peu cette crainte de ne pas connaître totalement la clientèle. Et en fait, j'ai fait le choix de faire un master spécialisé en management artistique et en gestion des entreprises culturelles. Donc, c'est un master qui est auprès de la BSB, donc l'école de commerce de Bourgogne, et qui m'a laissé l'opportunité en fait de pouvoir axer la création de mon cabinet en même temps que le master spécialisé. Donc j'ai pas perdu de temps et en même temps voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait du brainstorming avec les autres étudiants au quotidien pour savoir effectivement, et c'est là que c'est décidé notamment le nom du cabinet, le logo, etc. Parce que je pense qu'effectivement l'image qu'on renvoie est très très importante et que souvent quand on se lance, c'est pas forcément évident de se donner du temps pour réfléchir à son offre, réfléchir à son logo, etc. Et dans ce master, il y avait on va dire une sorte d'UE, un module sur le business plan. Donc, ça a permis totalement pendant un semestre de se poser totalement de manière un petit peu obligatoire, puisque il fallait le faire dans le cadre des études. Mais ça m'a permis énormément de me poser et énormément de pouvoir en fait de pouvoir réfléchir à cette offre-là de service que je voulais offrir. C'est important que tu rappelles le business plan parce que on se dit souvent, bon, je suis expert comptable, je sais à peu près, je le fais pour les autres, donc c'est bon dans ma tête.
Alors que, comme tu dis, je pense qu'il faut prendre un moment de recul nécessaire pour se dire, ok, on fait de la compta, on fait de l'audit, de la paye, comme tous les autres, et qu'on est beaucoup de confrères, on a plus de 21 000, donc il faudrait peut-être trouver un angle d'attaque. Toi, tu nous as dit c'est sur le côté artistique. Ça t'a pas fait peur quand même quand tu disais au quotidien t'étais pas là-dessus, le domaine artistique c'était peut-être pas des grands comptes comme tu peux avoir. Comment tu t'es dit bon allez, je prends le risque d'y aller. Est-ce qu'il y a un côté peur ou pas? Ah bah, il y a totalement une peur. Et effectivement, la première chose que je me suis posée comme question, la première question, c'était de se dire, bah, simplement, la gestion d'une succursale étrangère ou de présenter des comptes IFRS ou des questions qui sont plus internationales n'ont rien à voir avec la gestion comptable d'une entreprise qui est TPE, PME. Moi, quand on me parlait de RSI à l'époque ou d'URSSAF des indépendants, je n'avais jamais traité de ce type de sujet. Donc, c'était toute la difficulté. Et T'avais donc, de la chance toi. exactement. Donc voilà, c'était toute la difficulté. Donc il y avait ce côté-là un peu technique qui faisait peur. Et puis il y avait aussi le côté du secteur, parce qu'effectivement, moi je ne côtoyais aucun client. Et puis effectivement, quand j'ai fait mon mémoire, j'avais plus de contacts parce que moi je suis voilà, pour la parenthèse sur la bande dessinée, moi je suis passionné de Tintin. Donc derrière, moi ça fait 30 ans que je suis passionné. Donc je suis allé sur ce sujet de mémoire parce que j'avais des contacts internes. J'ai fait pas mal de rencontres de directeurs financiers, etc. Donc j'avais du contenu pour mon mémoire d'expertise comptable, même si j'avais pas on va dire de dossier dans le secteur. Donc c'était déjà un pari. Mais le deuxième pari, c'était surtout de pouvoir se dire bah, comment je vais aller dans ce secteur-là et comment je vais pouvoir avoir mon premier client, parce que j'ai fait une création ex nihilo, donc sans rachat. Donc j'ai commencé client par client en fait. Et l'objectif, c'était de me dire, ben le master déjà qui était spécialisé allait pouvoir me faire rencontrer un certain nombre de personnes. Et puis ensuite, c'était de me poser la question, effectivement, comment je vais pouvoir aller chercher mon premier client. Et je me voyais mal par rapport à la spécialisation. Et souvent, c'est cette question-là. Mais c'est vrai que je m'étais posé vraiment cette question de me dire, est-ce que j'ai envie et comment je peux faire pour avoir mon premier client? Et je me sentais un peu perdu par rapport à à toutes les professions. C'est-à-dire que demain, si on se crée ex nihilo, c'est-à-dire sans spécialisation, généraliste, ça signifie qu'on va aller, comment on va faire pour avoir le premier plombier, le premier artisan, le premier resto, la première entreprise. Et c'était cette difficulté-là, et j'ai répondu d'abord par cette sectorisation. Et puis il y a aussi un autre côté aussi où j'ai essayé de me différencier, c'était le fait d'avoir une boutique vitrine sur rue pour effectivement être vraiment à proximité du client. Donc tu as bien défini un petit peu, on va reprendre les 4 P, une partie distribution avec la boutique, un peu ce que tu allais offrir sur la vente. Est-ce que tu as réfléchi aussi au prix, aux outils que tu allais utiliser, et est-ce que tu t'es dit, bah, je fais tout comme le cabinet traditionnel? Un peu de paye, un peu d'audit, un peu de contrôle logé? Déjà sur le prix, effectivement, c'était une vraie question et je me suis un peu torturé sur ce plan-là parce qu'on n'y réfléchit pas. Et le fait d'avoir fait ce module et avec la personne avec qui j'ai travaillé sur ce module, qui était le responsable du master, j'étais contraint de faire ça. C'est-à-dire qu'on m'a contraint de définir une offre de prix. Et c'est vrai que souvent, on ne le fait pas. Et pourquoi? Parce que historiquement, un cabinet d'expertise comptable, on va être effectivement dans un contexte où on va avoir des offres packagées, voilà. Et puis c'est surtout que la difficulté pour un ex nihilo, c'est que dès le départ, on va se dire, on va accepter des missions, mais on va dire un peu comme du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire voilà, le premier dossier qui arrive, je le prends. Et en fait, je pense, moi, c'est un des conseils que je donnerais, d'ailleurs, à ex nihilo, c'est de se dire, il faut se poser, il faut bien anticiper, puis il faut avoir le confort de pouvoir se dire, je refuse ce client parce que pour X, Y raison, et notamment par rapport au prix, parce que souvent, on a trop tendance à se dire, voilà, il faut que je rentre de l'argent rapidement, il faut que je fasse ma clientèle rapidement, et après, la difficulté, c'est que si le client, effectivement, n'est pas conforme, on va dire, à nos attentes, c'est très compliqué ensuite de lui dire on arrête, etc. C'est pas forcément évident. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne technique pour certains de faire un peu de sous-traitance à moitié et l'autre partie te développer sur ton appétence? Alors, je dirais que oui.
En revanche, moi, c'est une question aussi que je me suis posée parce que moi, j'ai un associé je me souviens, qui m'avait appelé il y a quelque temps en me disant, voilà, Nicolas, est-ce que tu veux intervenir pour de la sous-traitance? Je dirais juste une chose. Alors, je l'ai pas fait. Pourquoi? C'est parce que j'avais peur de pas pouvoir développer ma clientèle ex nihilo. Donc, faut bien faire attention à ça. C'est-à-dire que la sous-traitance, c'est bien. Et puis, ça dépend un petit peu le contexte de la sous-traitance, mais pas totalement, parce que c'est vrai que si on part sur 6 mois de période fiscale où on est la plupart du temps en sous-traitance, on va pas forcément être à 100% dans le développement de son cadre. Mais on a tendance à peut-être se laisser emporter, et le côté facilité. Oui. Du coup, sur cette offre-là, maintenant, la première étape, c'est qu'on se dit, bon, ça y est, j'ai ouvert la boutique, j'ai fait toute la partie prix, j'ai tout préparé, et maintenant, bah, le côté prospection. Les clients, est-ce que t'as attendu derrière le cabinet, ou tu t'es dit, bon, bah, comment je fais du coup pour aller trouver des clients? Comment t'as fait? Alors, j'ai pas forcément fait l'homme sandwich devant le cabinet, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que le fait de la spécialisation m'a permis de différencier mon approche. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai développé des réseaux un peu internes, par exemple dans le domaine de la musique, dans le domaine des galeries d'art. En fait, j'allais rendre visite à des professionnels et le fait d'être spécialisé a fait que je suis tombé rapidement sur des projets. Je me souviens notamment d'un projet dans le cadre d'une levée de fonds d'une galerie d'art en ligne. En fait, le business model était tout nouveau et on se posait d'énormes questions fiscales, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi effectivement à discuter de ce point et à pouvoir acquérir ce client. Donc, la démarche a été vraiment celle-là, de pouvoir sortir hors les murs déjà et aller voir les acteurs spécialisés. T'as raison, je pense qu'il faut rappeler que c'est important de sortir du cabinet, d'aller justement dans les endroits, peut-être les associations de certaines typologies sur lesquelles on souhaite travailler, ou peut-être les BNI, ou aussi le CGIUC, tout simplement. Bien sûr, ouais. Vous en parlez au CGIUC du coup, comment on peut faire pour aider les nouveaux, ou plutôt on n'en parle pas, on veut garder ça pour nous? Alors, par rapport à la création ex nihilo. Ouais, ou même la clientèle, comment aider les copains Totalement. en fait. Ouais. Totalement. Nous, ce qu'on essaie de faire, tu vois, par exemple, l'année dernière, on a fait un séminaire en Bourgogne avec l'Annexe et on a fait une partie effectivement brainstorming sur ces points-là, c'est-à-dire sur effectivement comment j'ai mon premier client ex nihilo et surtout après comment je vais communiquer ensuite pour avoir ces clients, etc. Et effectivement, d'ailleurs, on n'a pas tous la même démarche, c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis que la communication, parce que à une époque, avant, la communication était totalement interdite, mais aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir faire de la communication comme on veut, à part effectivement, sauf dénigrer un confrère, mais on a effectivement cette chance de pouvoir faire de l'emailing. Moi, j'avais fait un peu l'emailing, j'ai fait un peu aussi d'achat de leads, mais j'ai toujours eu cette volonté de ne faire que des démarches commerciales qui étaient éventuellement payantes dans le secteur artistique et culturel. Le reste, j'ai jamais fait de démarche, donc ça veut dire que BNI, tout ça, je l'ai pas forcément fait parce que ça faisait pas forcément partie on va dire, de ma spécialisation. En revanche, il y a d'autres associations, je pense notamment dans le domaine de l'audiovisuel, il y a un certain nombre d'associations et de clubs qui sont interprofessionnels. Et là, je pense que c'est aussi intéressant d'en faire partie, puisque derrière, on est vraiment attendu sur des questions que se posent des freelances, etc. Oui, il faut rappeler que quand on parle de communication, c'est pas forcément que sur Internet, c'est de se déplacer sur les endroits où nous attendent nos clients pour nous faire nous identifier, et des fois, ceux qui nous attendent. Un autre point aussi qu'on pourrait soulever, c'est que peut-être il y a des clients qui viennent te voir, et où c'est pas ta spécialité, et tu peux les renvoyer sur des confrères où c'est la leur. Et c'est exactement ce que je fais, effectivement, par rapport notamment, je pense à l'immobilier. L'immobilier, c'est pas forcément ma spécialisation. Donc, effectivement, sur certains aspects techniques, effectivement, on partage entre confrères et en même temps, le fait d'être spécialisé, moi, j'ai d'autres confrères et c'est ça qui est intéressant, qui se disent, j'ai un styliste, par exemple, qui m'a contacté pour faire un dépôt de marque où il se pose des questions sur la gestion de son entreprise, son statut, etc.
bah c'est pareil. Le fait d'être spécialisé, on n'est pas très nombreux, donc ça permet effectivement de pouvoir vraiment faire une synergie entre l'échange de clients et la recommandation. Eh ben, je vais t'embêter parce que souvent, moi, je suis plutôt pour la spécialisation quand on se lance. Et il y a des confrères qui me disent, bah non, moi, j'ai pas envie d'être enfermé, ça me fait peur d'être enfermé, de faire toujours la même chose. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu t'ennuies? Alors moi je m'ennuie pas. Alors de fait, de fait parce que effectivement bon après il y a deux choses. L'expertise comptable en fait et j'en parlais notamment parce que d'ailleurs hier j'ai rencontré, alors je sais qu'on est un peu décalé, mais hier j'ai rencontré mon filleul de Mekitesi. Je sais pas si tu connais l'opération Mekitesi. Non, tu peux nous le rappeler? Bah Mekitesi en fait ça a été initié par la CCC, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, initialement pour en fait donner une bourse à un certain nombre de lauréats de niveau bac plus, alors je dis pas de bêtises, bac plus 2, bac plus 3, pour ensuite, donc ils ont une bourse et ensuite ils sont accompagnés par un parrain ou une marraine dans leur cursus pendant un an pour leur expliquer un petit peu notre vision du métier, etc. Et s'ils ont des craintes, des questions. Et depuis cette année, en fait, l'opération a été, enfin il y a l'ordre des experts comptables de Paris et la CRCC de Versailles qui a rejoint ce concours, entre guillemets, sponsorisé par le national notamment. Et en fait, il y a de plus en plus de lauréats. Et en fait, l'objectif que j'ai présenté, c'est effectivement, moi, ça fait la deuxième année que je suis parrain. Et effectivement, l'objectif, c'est aussi de sortir et de voir un petit peu enfin, rencontrer les jeunes pour savoir effectivement, parce que ça va très vite. Et effectivement, la vision, on va dire, il y a 5 ans et celle d'aujourd'hui n'est pas la même. Et on accompagne effectivement les jeunes dans leur orientation, parce que là, c'est vraiment bac plus 2, bac plus 3. Par exemple, la discussion que j'avais, c'était par exemple une personne qui n'avait pas encore le DCG et qui se posait des questions, comment accéder à la profession. Et donc, l'objectif, c'est vraiment ça. S'embêter, en fait, c'est surtout, ça peut être plein de choses. Et c'est ce que je lui expliquais. C'est que le métier d'expert comptable, c'est pas forcément d'établir un bilan. Le métier d'expert comptable, ça peut amener à plein de choses. Par exemple, moi, je sais que le fait que mon mémoire d'expertise comptable m'a permis d'arriver à une spécialisation que j'ai pu développer, j'essaye de leur enseigner et de leur partager avec d'autres jeunes. Et c'est comme ça que, par exemple, je suis bénévole auprès de l'ordre des experts comptables en tant qu'ambassadeur pour rencontrer les écoles. Ou, tu vois, par exemple, je suis contrôleur de stage à l'ordre de Paris. Je fais pas mal de formations aussi. En fait, on peut faire plein de choses avec le diplôme et voilà. Et on peut même faire podcasteur, influenceur. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc, c'est ça qui est très très, je dirais, enrichissant dans le métier. Il faut pas l'oublier. On ne fait pas que on va dire, l'établissement de bilan. Et puis même aujourd'hui avec la dématérialisation, etc. L'aspect métier traditionnel, on va dire, va porter à être un peu modifié, je pense. Et notamment par rapport à la facture électronique. On pourrait se dire que tout ça, c'est pas positif pour ton cabinet ou ça rapporte pas forcément de l'argent, mais d'un côté, moi je le vois à long terme, où par exemple tu vas te faire connaître auprès des futurs confrères, qui peut-être se rappelleront de toi et te diront, tiens, j'ai un client de ce type-là, je vais l'appeler Nicolas. Donc moi, toutes tes actions confrères extérieures, de donner après, ça va revenir chez nous. Ça revient forcément. Ce qu'on donne, moi j'estime effectivement ce que tu donnes, ça revient forcément. Alors il y a effectivement, ça prend du temps, c'est une façon de communiquer aussi, mais ce qu'on donne revient. Et il faut pas oublier ça parce qu'effectivement, derrière aujourd'hui, moi j'ai des personnes que j'ai pas côtoyées peut-être pendant 2 ans ou 3 ans et qui vont m'envoyer un petit message sur LinkedIn en me disant là par exemple j'ai une personne qui était dans une autre association de fans de Tintin qui me dit voilà, je veux créer un coffee shop, comment tu peux me conseiller, j'ai un business plan à faire, etc. Et ça tombe comme ça, c'est-à-dire que derrière, et puis c'est surtout que c'est des gens, si ils t'ont côtoyé un peu, ils te connaissent et ils ont envie de bosser avec toi. Et ça change aussi un peu de la qualification du lead qu'on acquiert, on connaît pas forcément la personnalité du client. Oui, t'as l'impression. Là, il n'y a pas cette relation en fait de purement de vente. Oui. Du coup, c'est pas de choses forcées, du coup, ça intéresse. En tout cas, il faut bouger, sortir du cabinet, ça je l'ai bien compris. Une question avant qu'on aille sur la partie marque et positionnement. Est-ce que ta stratégie entre le premier jour du cabinet et là maintenant à 5 ans, elle a un peu évolué? Est-ce que vous t'es resté toujours pareil? Alors, est-ce qu'elle a évolué? Je dirais en termes
l'identification du client, elle n'a pas évolué pendant l'identification du client et boutique. Par exemple, moi, j'avais une boutique, enfin, j'ai toujours ma boutique à Boulogne-Billancourt. Et post-Covid, j'ai fait le choix aussi d'avoir une autre boutique dans le 9e pour me rapprocher, on va dire, de ma clientèle, on va dire, artistique et culturelle. Oui, mais t'as réfléchi. C'est bien, Voilà, c'est possible. réflexion. Effectivement, avec le Covid, on change un peu aussi la façon de travailler. C'est-à-dire que moi, je sais que Boulogne-Billancourt, pourtant, on peut se dire que c'est dans la région parisienne, bah, il y a des comportements qui ont un peu changé. Les collaborateurs, c'est difficile de recruter des collaborateurs. Donc, il faut pouvoir effectivement changer par rapport à ça. Question, on va dire, outil, ben, j'ai toujours essayé, on va dire, d'être dans le digital. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix-là immédiatement. Alors après, effectivement, avec des risques, hein. Par exemple, moi, j'étais un des premiers on va dire, à utiliser QuickBooks, voilà, avec la suite que l'on connaît. Mais voilà, on a toujours essayé d'être le plus digital possible, et c'est peut-être une difficulté, ça, aujourd'hui. C'est vrai que on n'a pas forcément le temps aussi de se poser sur les outils, je pense, au fil de l'eau, quand on a un certain nombre de dossiers à sortir, etc., et que je comprends effectivement que aujourd'hui, ça peut faire peur. Aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a des outils dont on parle aujourd'hui qui sont un peu novateurs, etc., et moi, j'en discute avec des confrères qui sont un peu de la même, on va dire, de la même génération que moi, qui ont créé en même temps que moi, du moins, et on a des craintes. C'est marrant parce qu'il y a 5 ans, on n'avait pas de craintes sur ces outils. Aujourd'hui, on a des craintes. Et voilà, mais je pense qu'il faut effectivement se dire, il faut pas avoir la crainte d'évoluer avec les outils, surtout de changer, parce qu'effectivement, ça va très vite. La révolution du numérique, etc. Il faut pouvoir la suivre, et aujourd'hui, il faut se poser des questions. J'ai l'impression beaucoup plus au quotidien qu'auparavant, quoi. Même avec tes clients, par exemple, sur comment vous collaborez, ça a changé, tu mets plus de Totalement. numérique? Totalement, parce que effectivement, on faisait beaucoup plus de papier. Alors il y a toujours un petit peu de papier, hein, mais voilà, en termes de collaboration numérique. Alors moi, j'ai toujours eu cet aspect-là de me dire, parce que je pourrais me dire effectivement, j'ai pas besoin de boutique physique. En fait, je pourrais très bien travailler, tu vois, par exemple, de l'île de la Réunion, je m'en fiche, et je poste à distance avec tout le monde. Mais en revanche, je pense qu'il faut, et ça, j'y crois vraiment, c'est garder la proximité client, l'échange humain, parce que ça n'a pas de prix. Il n'y a rien de mieux qu'un échange humain avec un client pour qu'il nous fasse part de ses préoccupations, qu'il nous fasse part de ses demandes, de ses problématiques. Et je pense que voilà, il faut privilégier absolument l'échange humain dès qu'on le peut, parce que derrière, on est tous un peu happés dans les générations d'aujourd'hui par plein de choses, plein d'informations, voilà, il faut pouvoir physiquement se poser, je pense, hein, pour pouvoir avoir une bonne collaboration pour le client ou pour l'expert comptable, je pense. Je suis d'accord avec toi, oui, qu'il faut quand même avoir une confrontation humaine en présentiel, où il y a des choses qu'on ne trouvera pas devant une visio, devant un message, et donc voilà, moi je suis aussi comme toi favorable, il faut utiliser tous les outils digitaux pour nous permettre de gagner du temps, pour avoir ce temps-là à passer avec le client. Donc maintenant, si tu veux bien, on va parler de ton développement de ta marque, figurine, de ton positionnement. Comment tu as abordé le développement de ta marque pour te différencier des autres cabinets? Pourquoi tu as utilisé vraiment figurine? Tu t'es pas dit, tiens, ça fera peut-être pas sérieux, si ça va correspondre à mes clients. Enfin, dis-nous un petit peu tout ce qu'il y avait derrière toi. Ouais. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire effectivement qu'on prend des risques. C'est parce qu'effectivement on choisit un nom de marque qui est un petit peu décalé. Voilà, on pourrait se dire voilà. La question aussi, c'est de se dire pourquoi ne pas effectivement. Et je pense que c'est une question qui rejoint un peu la question entre le rachat de cabinet et la création ex nihilo. C'est-à-dire que dès qu'on est convaincu que on peut lancer une identité, qu'on veut être libre, etc. Dans le choix, mais dans plein de choix différents. C'est-à-dire que quand on commence ex nihilo, on parlait de liberté un petit peu tout à l'heure, mais la liberté, c'est pas que la liberté c'est la liberté d'entreprendre, mais c'est aussi la liberté du choix de sa marque, la liberté de son logo, la liberté de ses clients, la liberté du choix de ses collaborateurs, des locaux, de la façon de communiquer. Voilà. Et c'est ça qui me plaît, c'est vraiment de pouvoir me dire, je suis libre de l'image que je souhaite véhiculer par rapport à cette démarche. Et ma démarche a été vraiment au départ de pouvoir me dire, voilà, j'ai un cabinet qui est différent, où je souhaite me différencier.
Du fait effectivement du nom de figurine, moi ça m'évoquait pas mal de choses. Et puis c'est surtout que d'ailleurs le nom de figurine, c'est même pas moi a priori qui l'ai trouvé, c'est un ami qui me connaissait très bien. Et voilà, et comme ça, sur une discussion informelle, dans mon ancien cabinet, c'est né comme ça. Et parce que il me connaissait beaucoup mieux parce que je lui ai parlé de mon sujet de mémoire pendant un an. Donc et j'ai dû embêter beaucoup de monde par rapport à mon sujet de mémoire, mais comme beaucoup, parce qu'on s'investit, on est à fond dedans. Mais voilà, l'objectif c'était vraiment de pouvoir se différencier par rapport à ça, même si effectivement derrière l'image véhiculée n'est pas forcément l'image du cabinet traditionnel, posé, etc. Pour l'anecdote, par exemple, je vais te dire, par exemple, j'ai des petites boutiques, tu vois, avec mon identité, c'est-à-dire que j'ai des œuvres d'art, j'ai des choses comme ça. Et par exemple, j'ai une grande affiche au SS 117. On va pas forcément voir ça partout dans les cabinets. Mais derrière, voilà, j'ai par exemple une cliente qui vient, qui me dit voilà, il faut absolument que l'avocat avec qui je travaille vienne voir le bureau, il est super cool. Mais parce qu'en fait, on a aujourd'hui un changement aussi de mentalité et de clients, notamment dans le secteur artistique et culturel, qui se disent voilà. Finalement, c'est pas comme un cabinet où je vais rejoindre une salle de réunion avec 10 personnes. C'est l'identité de mon expert comptable. Et c'est ça qui est bien, c'est que derrière, on se dit, voilà, mon expert comptable, il est fun, mon expert comptable, il correspond un petit peu à ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'après, on arrive à se faire recommander, à garder le client, etc. Parce que c'est pareil, on n'a pas parlé forcément de volatilité, mais aujourd'hui, la clientèle n'a jamais été aussi volatile de fait des réseaux, de fait de plein de choses par rapport à la collaboration client-expert comptable. Je pense aussi, comme tu le dis, on cherche de plus en plus de personnalisation et de voir un expert comptable qui montre sa personnalité sur le côté œuvre artistique. Les gens arrivent à s'identifier à toi en disant tiens, domaine artistique, tiens, il y a peut-être, comme tu disais, OSS 117, ça leur a permis de dire tiens, il connaît des films, il affiche ça, donc il doit quand même connaître certaines choses, que avoir un bureau, on va dire, tout blanc, avec où on pourrait dire qu'on reçoit n'importe quelle typologie, ou des fois on se sentira pas à l'aise. Donc oui, on en cherche de plus en plus, les clients veulent ça. Et je rebondis sur volatilité, j'ai pas fait de faute. Est-ce que tu l'as ressenti même toi dans ton marché de niche? Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire dans un marché de niche, il y a moins de volatilité. Quand on regarde le paysage du domaine artistique et culturel, vraiment sur la communication de cabinet vraiment ultra spécialisée, elle n'a pas vraiment évolué. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent voilà, on développe la spécialisation, mais finalement, j'ai l'impression que voilà, aujourd'hui, il doit y avoir, on va dire, 5-6 cabinets spécialisés. On va dire, on est éventuellement une dizaine de cabinets spécialisés là. Mais il n'y a pas une révolution, c'est-à-dire qu'en 3-4 ans avec la communication, on n'est pas passé à, on va dire, une centaine de cabinets spécialisés dans la culture et l'artistique. Le mémoire, t'en as parlé. C'est bien de rappeler que le mémoire, quand même, des fois, ça ouvre des portes et ça permet de faire concrétiser un petit peu notre différenciation quand on se lance un ex nihilo. T'as un bon exemple en plus, toi. Alors, le mémoire, en fait, et ça, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Et en fait, moi, pour la petite histoire, j'ai changé 3 fois de sujet de mémoire. Et en changement, et quand je dis changement de sujet de mémoire, c'est que je suis même pas allé avoir, j'ai même pas envoyé de notice pour aller avoir un 4.1, un 4.2 ou l'accord de mon sujet de mémoire. C'est juste qu'en fait, effectivement, je crois que j'avais fait un premier sujet, par exemple, sur l'audit de qualité dans les grands comptes, c'est-à-dire que je prenais les règles internationales, notamment aux États-Unis, qui dit qu'en gros que on va dire la qualité qui est faite dans son entreprise doit être la même pour tous les fournisseurs avec qui on bosse. Et je voulais effectivement partir là-dessus. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est très compliqué, des marges d'audit, etc. J'ai eu un coach qui m'a dit, mais il n'y a pas vraiment d'identité dans ce sujet de mémoire. Et après, en fait, je suis parti sur toute autre chose dans le domaine médical. J'y suis pas allé. Et en fait, j'ai rencontré notamment un coach qui est à l'ENOS, qui est Pinero Vargas. On va dire qui est entre guillemets, un monument de la profession quand même, hein. Du moins de la formation DEC. Et en fait, je me souviendrai toujours, c'était un après-midi où tout le monde se rejoint en début de coaching et on nous dit voilà, il nous dit oubliez tout ce qu'on vous a dit, oubliez tout ce que vous avez fait, écoutez-moi.
Et Pinero, qu'il est un homme de théâtre. Et en fait, voilà, moi, je lui ai parlé 2 secondes. Je lui ai dit, voilà, ben effectivement, moi, en fait, j'ai fait des études à l'époque. Je voulais pas forcément être expert comptable, mais je voulais faire des études. C'était mon premier objectif, c'est éventuellement de faire une thèse sur Tintin ou un truc en rapport avec Tintin, parce que effectivement, je voulais faire quelque chose par rapport à ma passion. Il m'a dit, ben, Banco, si tu veux parler de Tintin, ben, tu cherches ton sujet, tu fais là-dessus, et tu ne te poses pas de questions par rapport au fait que t'es pas spécialisé ou je ne sais quoi. Et j'ai mis environ, on va dire, 72 heures à trouver un sujet, parce que c'était pas évident, mais c'est comme ça que j'ai trouvé mon sujet. Et je reviens un petit peu sur l'apport de ça, c'est que derrière, ben, si j'avais pas eu ce coach, si j'avais jamais, on va dire, si je m'étais pas posé sur un sujet passion entre guillemets, aujourd'hui, je serais pas en train de discuter de mon cabinet figurine parce que j'aurais jamais créé et que je serais peut-être pas ex nihilo. Donc c'est pour ça qu'il faut pas oublier ce champ de tir, de se dire que le mémoire d'expertise comptable, nous on a une profession, on a la chance, on va dire que pendant 3 ans, on arrive à se dire, je suis en première année, enfin, je suis en c'est ma première expérience professionnelle à Bac+5, et qu'on nous laisse la chance pendant 3 ans de pouvoir indirectement réfléchir à son avenir. Et c'est ça qui est énorme, c'est que derrière, bah, si on l'utilise à bon profit, bah, on peut se dire, bah voilà, moi, je sais pas, j'adore l'univers des startups, ou j'adore, je sais pas, l'univers de la mode, ou d'autres sujets qui sont très spécifiques, et se dire, bah, je n'y connais rien, mais je vais apprendre, je veux aller voir ce qui se passe, et ça fait un bon ballon d'essai avant de, tu vois, de se dire, bah voilà, j'adore ça, je veux aller là-dedans, et que ça fait un tremplin. Et ça va te donner surtout la motivation aussi d'écrire le mémoire. Exactement. Parce que c'est un gros moment, et ça nous fait un petit peu réfléchir comme tu dis, à notre plan de carrière, ça nous donne une petite expérience, et c'est ce qui va nous faire connaître aussi, je pense, hein, ouais. Ouais, totalement, hein, forcément. Hein. Après, il y a les associations, tu vois, là, par exemple, on parlait du CGEC, mais il y a aussi l'annexe. L'annexe, bah, ça fait une première expérience aussi avec d'autres personnes. Le stage aussi, c'est pas important parce que le stage, il y a 3 ou 4 fois dans l'année où on voit d'autres confrères, d'autres collaborateurs, d'autres futurs confrères qui sont là. Et en fait, ça nous fait poser des questions parce qu'on peut tous les cabinets d'expertise comptable sont pas forcément organisés de la même manière, n'ont pas la même clientèle, etc., etc. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi, par exemple, à avoir des candidats des collaborateurs qui se sont dit, ben tiens, moi j'adore, par exemple, j'ai un exemple là où j'ai une candidate qui fait de la danse, qui est passionnée de danse depuis 15 ans, qui me dit, bah, j'ai envie d'explorer un petit peu les typologies, comment on travaille avec ce type de dossier, etc. Donc, je trouve que c'est assez, effectivement, assez intéressant de pouvoir échanger avec d'autres confrères et d'échanger, notamment dans le cadre dès le départ, même si on n'est pas diplômé, dans le cadre du stage d'expertise comptable. Je vais te poser une question avant qu'on aille sur la partie importance de la communication. Est-ce que ça t'a fait peur en ex nihilo de pas avoir d'argent tout de suite et que ce soit dur au début? Alors qu'on se dit, j'ai le diplôme quand même, je veux être expert comptable, j'ai envie d'avoir une certaine rémunération, j'ai pas envie entre guillemets, de me casser les dents au début, avoir pas tout l'argent tout de suite. Forcément, c'est un effort. Heureusement, qu'on a l'accompagnement quand même en termes de création, hein, via Pôle emploi, parce que ça nous accompagne un petit peu. Après, faut aller vite, hein, parce que on touche pas ces aides pendant de nombreuses années. Mais déjà, c'est déjà bien qu'on puisse avoir ce petit tremplin. Après, c'est sûr que c'est un effort. Et la difficulté, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à faire l'effort de ne pas avoir effectivement la même rémunération? Et puis c'est surtout que la grosse difficulté, mais c'est valable aussi pour les entrepreneurs, c'est que on n'a pas forcément cette notion au départ, et c'est ça la grosse difficulté, c'est qu'on n'a pas cette notion que dans une entreprise, si on veut gagner 2 000 €, en gros, alors je caricature un peu les choses, mais en gros, il faut rentrer 5 ou 6 000 € de chiffre d'affaires. Ça, il faut bien l'assimiler, et c'est ce que je dis à mes clients aussi, parce que c'est difficile de se dire, mais effectivement, qu'il y a entre 50 et 60% de charges sociales. Si on rajoute en plus les retraites indépendantes, etc. Enfin, ça dépend de notre mode d'exercice, mais il faut bien anticiper ça parce qu'effectivement, on peut se retrouver effectivement en difficulté par rapport à ça. Ouais. Mais est-ce que tu regrettes maintenant? Parce que moi, je pars du principe qu'on gagne peut-être un peu moins, mais on a la liberté et ça a un prix, bien sûr. La liberté a un prix. Après, je dirais qu'elle n'a aucun prix. Moi, je dirais par rapport à mon expérience
personnel et professionnel. Qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un auteur de BD qui vient m'offrir sa dernière BD qui me dédicace ou qui dédicace à mon collaborateur. Je trouve ça, voilà, c'est ça que je recherche, tu vois. Et ça, c'est juste un exemple. Mais voilà, faire ce qu'on a envie et faire indirectement sa passion, ou du moins de faire son métier un peu plus axé sur son propre alignement dans ce qu'on veut faire. Voilà, ça en vaut aujourd'hui, je le regrette pas et ça en vaut bien la chandelle par rapport effectivement à une rémunération probablement plus confortable que je pourrais avoir soit en tant qu'associé d'un cabinet autre ou soit en direction financière. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais il y a aussi l'expertise comptable peut ouvrir aussi à une voie en entreprise, donc voilà, il faut y penser aussi. Il y a aussi, on va le rappeler, au Conseil régional de France, là, ils ont fait une présentation pour comment devenir associé, je crois. Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup ex nihilo parce que c'est mon on va dire c'est mon histoire. Mais effectivement, il y a eu le lancement par le CGEC national du parcours associé. Donc c'est des modules, je pense notamment, c'est amorcé par Pierre Chauvin et Chloé Marquez et Alizé Penon. Et en fait, ils ont tous eu un parcours un peu différent dans l'association et ils viennent partager effectivement comment dire, sur plusieurs modules, sur par exemple, les écueils de pourquoi s'associer, pourquoi pas s'associer, qu'est-ce qu'il faut anticiper, quels sont les contrats, etc. C'est très 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 bien fait et c'est un parcours de plusieurs modules pour nous accompagner dans l'association. Donc c'est bien, au moins on peut soit partir tout seul, soit on peut faire de l'association. Voilà, il faut se faire plaisir à faire notre métier, mais on peut le faire de différentes manières. L'association, effectivement, moi j'y reviens un peu là-dessus d'ailleurs, parce qu'effectivement aujourd'hui, on peut se dire aussi qu'on est seul, c'est-à-dire quand on est ex nihilo, on a la liberté, mais derrière on peut se dire, ou sinon il faut être très entouré avec d'autres confrères qui sont aussi ex nihilo, mais sinon on est seul, c'est-à-dire que sur des sujets un petit peu touchy, parce que on peut avoir des problématiques, par exemple de social interne ou des problématiques avec un client ou trancher sur un sujet très technique où on n'est pas forcément à l'aise. C'est vrai que quand on est accompagné dans une structure avec plein d'associés et tout, ça peut rassurer. Alors que si effectivement on est seul décideur, c'est un peu plus, on va dire, compliqué. Mais c'est là que je dirais vient le CGEC un peu parce que moi je pense notamment à des amis et des anciens amis du CGEC qui sont là en fait et sur lesquels voilà il y a pas de tabou, on se voit, on boit un coup et on discute de toutes ces problématiques là de manière informelle et ça permet effectivement d'avoir beaucoup plus de force parce que derrière l'échange c'est super important parce que seul c'est pas évident et on peut être confronté à énormément de choses par le métier, donc c'est important. Partage d'expérience et rien ne t'empêche après de rendre le cabinet avec une nouvelle association parce que ça se développe énormément. Exactement, et c'est l'objectif notamment premier. Alors aujourd'hui le CGEC, tu vois, l'objectif. Alors c'est vrai qu'il y a des réductions, etc., mais surtout ne pas oublier cet aspect partage d'expérience. C'est le plus important. Enfin, le partage aussi entre nous, parce que derrière c'est ça qui fait notre force. Et c'est ce on revient un peu sur sortir du cabinet. Sortir du cabinet pour les clients, c'est important, mais sortir du cabinet pour effectivement ne pas se retrouver seul à être confronté à des vrais sujets problématiques, c'est important de pouvoir échanger avec les confrères. On part sur la question maintenant de la communication. Et quelle importance tu accordes du coup à la communication de ton cabinet maintenant qu'il est bien construit? Est-ce que tu te réserves 1 heure tout le temps pour communiquer sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu te réserves 1 heure pour dire toutes ces semaines je sors aller voir le CGUSC? Alors, c'est vrai que bon, avec le CGEC, notamment sur l'année précédente, la présidence du CGEC, on va dire, demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, etc. Après, ce qui est top aussi, c'est que on fait encore plus de rencontres, et c'est ça qui est intéressant. Mais en termes de communication, aujourd'hui, on va dire, je la focalise vraiment sur la communication de mes clients que j'ai déjà. Et puis, je garde mon réseau aujourd'hui que j'ai tissé depuis le départ. C'est-à-dire que je m'alloue du temps avec notamment les syndicats ou les associations
qui sont issus du secteur, que ce soit le secteur culturel ou artistique. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir être toujours présent. Alors, par exemple, ça m'arrive, par exemple, d'enseigner, de faire des petites formations régulièrement sur, par exemple, le meilleur statut pour devenir éditeur, pour, on va dire, fonder sa maison d'édition, ou le statut d'artiste-auteur pour, par exemple, un syndicat dans le domaine dans le domaine du livre. Donc, c'est très focus, mais derrière, ça permet de créer, on va dire, un tissu direct avec des freelances qui vont se poser des questions, ou même des sociétés déjà structurées, des entreprises déjà structurées. Et c'est vraiment un des axes de communication où j'axe le plus aujourd'hui. La formation et le partage d'informations avec les clients. Oui, tu entretiens ton réseau et ça c'est important de le rappeler. C'est pas parce qu'on arrive à un moment du réseau, je le prends, je m'en vais. Faut le faire entretenir pour toujours être présent, pour avoir des nouveaux clients. Et aussi, comme tu dis, tu t'occupes de te concentrer sur tes clients parce que la fidélisation, c'est important. L'entreprise évolue, donc avec des nouvelles demandes et t'as toutes les données derrière. Donc tu comprends. Exactement. Et je reviens un petit peu sur ces écueils de Xnilo, sur ces difficultés. C'est vrai que souvent, on va commencer avec un client. Et le client, on va vraiment être là pour lui, on va être seul pour lui. Et ce qui est compliqué, c'est que dans 2 ans ou 3 ans, on sera moins là, où on va avoir un collaborateur. C'est lui qui sera en face. Il faut avoir la confiance et tout. Et je dirais que dans le côté Xnilo, c'est le plus difficile. C'est-à-dire, et c'est pour ça que dans l'évolution du cabinet, dans le développement du cabinet, faut s'apprêter effectivement que on va pas forcément avoir 100 clients au bout de 2 ans, 200 clients, 300 clients, 400 clients comme ça. Il y aura forcément un moment, je pense, où il y aura une stagnation parce que derrière, il faut trouver son juste équilibre avec le bon collaborateur, avec la bonne personne avec qui on va déléguer, à anticiper avec le client et communiquer avec lui pour lui dire, oui, mais je serai moins présent, mais ça veut pas dire qu'il y a moins de conseils. Et c'est ça, effectivement, aussi qu'il faut anticiper parce que c'est pas simple, effectivement, de passer du premier salarié au deuxième salarié, au troisième salarié, voilà. Et d'autant plus aujourd'hui que il y a des difficultés clairement en termes de recrutement. Donne-nous justement tes techniques que tu as mis en place. Est-ce que, tu as fait un email au client en disant voilà, je vous mets un collaborateur, ou plutôt tu as fait un rendez-vous? Comment tu arrives à faire cette petite passation? Est-ce que ou des choses où tu dis je me suis planté et ça faudrait pas? Alors, la grosse difficulté, c'est que dans tous les cas, moi j'adorerais avoir le collaborateur pépite que je présente en disant voilà, c'est mon dauphin. Et on va bosser ensemble de manière, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on est obligé de faire vite confiance aux collaborateurs. Donc, au bout un collaborateur expérimenté, au bout d'1 mois ou de 2 mois, on va le mettre sur le front parce qu'on n'a pas le choix. Donc, on prend des risques. Et il faut que le client le comprenne. C'est ça la plus grande difficulté. C'est qu'il faut pas effectivement que si jamais le collaborateur ne convienne pas, on se met forcément en difficulté, mais surtout, faut pouvoir anticiper ça, que le client comprenne et lui expliquer effectivement que si ça se passe pas très bien, qu'il soit transparent, qu'il y ait une vraie communication entre nous et qu'on trouve une solution très rapidement pour pallier à ça. Parce que effectivement, la difficulté derrière, c'est que quand on a une relation premium où on arrive directement à avoir l'expert comptable qui va répondre directement à la problématique en quelques secondes et tout, et que le collaborateur à côté va dire, parce le collaborateur, on le forme pour ça. On lui dit, voilà, on n'est pas là pour effectivement répondre à une question client en 2 minutes, en sachant qu'il faut faire des recherches, etc. Donc, on prend beaucoup plus de précautions. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on a une sensation, je pense, que l'on est moins réactif envers le client. Qu'est-ce que tu penses de certains confrères qui ont justement commencé tout seuls, qui se gardent ces clients-là pour eux, et tous les nouveaux, ils les mettent justement sur ces nouveaux collaborateurs? Cette manière de faire, qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est-à-dire que de mettre tous les nouveaux clients, on les met sur les nouveaux collaborateurs. Ouais, et que toi, du coup, tu te forces à garder un petit peu ceux qui avaient directement la relation avec toi pour pas les perdre. Ouais, je pense que c'est pas forcément la bonne solution dans le sens effectivement où ça fait un peu un cabinet à 2 vitesses, je pense. Donc et derrière il faut qu'il y ait une homogénéité. Alors faut se forcer à ça parce que c'est sûr que si on a un collaborateur qui par exemple va 2 jours chez le client pour faire des reporting, des choses comme ça, et que on dit au client on va le changer. Déjà c'est compliqué parce que déjà si on change tous les 2 ans, le client il va dire mais moi je comprends pas c'est quoi le turnover. Moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit
On comprend pas le turnover qu'il y a dans votre cabinet, mais on n'a pas le choix et on lui explique. Donc c'est beaucoup de pédagogie. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est extrêmement risqué et en même temps, il y a des process de fait, etc. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec du recul, je trouve que c'est très compliqué on va dire, d'onboarder un nouveau client parce qu'effectivement, il y a tout à faire. Il faut pas oublier ça, c'est-à-dire que même dans les packages de prix, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle. Certains parlent de gratuité, de la création, des choses comme ça. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on se facture un package, mais il faut pas oublier que dans le package, le client, nous, en tant qu'expert comptable, on va l'accompagner sur son logiciel comptable, on va l'accompagner sur la mise en place des process, on va l'accompagner sur la mise en place de ses notes de frais, on va l'accompagner sur plein de choses, sur effectivement quelle charge on doit prendre, comment fonctionne la TVA, plein de choses qui en fait sont du conseil, mais que l'on va pas forcément facturer. Ça, c'est toute la difficulté, je dirais, aujourd'hui. Des fois, on est trop centré en disant, oh, je vais faire purement ma compta, mais il faut pas oublier que derrière l'onboarding, comment on accueille le client, comment on le met en fait en situation de lui lancer sa boîte. Et donc ça prend du temps. Il faut aussi le marketer. Donc prendre le temps de comment j'organise, comment j'explique à mon client, je le reçois, Oui. qui va lui expliquer, quel logiciel on va lui donner. Tout ça va faire que le client il va être content ou pas aussi. Hein. Ouais, et je dirais que surtout pour un start-upper ou pour une création ex nihilo qui n'a jamais eu affaire à un expert comptable, c'est pas facile de lui montrer comment ça fonctionne. C'est ça de la difficulté, c'est de se dire effectivement, on ne peut pas être disponible 24/24 à la seconde pour toutes les entreprises. Donc c'est ça qui est compliqué. Que aujourd'hui, c'est vrai que moi je fais aussi des reprises de dossiers d'autres confrères. C'est peut-être plus facile dans le sens où derrière ils sont déjà, parce que il n'y a pas de recette magique. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. C'est que c'est compliqué dans tous les cas, compte tenu de toutes les obligations qu'on a récurrentes, fiscales, etc. Alors ça changera probablement avec l'avènement de la facture électronique et des tâches qu'on aura peut-être qui vont changer. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est que on est tellement concentré que pour les collaborateurs, pour l'expert comptable, par ces obligations, que derrière, on a forcément peut-être un peu moins de temps et qu'on n'est pas toujours disponible pour pouvoir répondre aux clients de manière ouverte instantanément, je dirais. Donc là, il faut bien rappeler en tips qu'il y a une partie, il faut travailler sur son organisation, travailler aussi le management aussi pour nos collaborateurs, sa stratégie, son marketing. On pas que se focus sur notre soft hard du coup. Après c'est pareil, le market, enfin on parlait du collaborateur et j'ai peut-être un peu éludé la question, voilà. Ouais, vas-y. C'est vrai que la différenciation du cabinet permet de recruter, ça c'est clair. C'est une manière de se dire mais moi par exemple j'ai un collaborateur qui est arrivé alternant il y a on va dire 4 ans, un de mes premiers alternants, qui a continué. Aujourd'hui, il est expert comptable stagiaire et il est le plus heureux du monde quand il me dit, moi, quand tout le monde dit, il n'y a pas de sujet dans nos cabinets, je suis spécialisé et dans le domaine culturel, j'en ai à l'appel. Et ça fidélise et ça rassure et ça permet de se dire, finalement, si on trouve pas de sujet, on peut voir ailleurs, etc. Et se dire. Et pour moi, de mon côté, c'est une façon de me différencier parce que derrière, le collaborateur qui se dit, voilà, je veux une relation, par exemple, directe avec l'expert comptable ou directe avec le client, ou je veux une relation qui corresponde un petit peu à ce que j'aime dans différents domaines ou secteurs. Je pense que c'est aussi une manière de différencier, de pouvoir, on va dire, attirer des talents. Ouais. Ouais, mettre en avant sa personnalité que plutôt être pas généraliste, mais ressembler à tout le monde. Moi, je pense que c'est ça aussi. On a des forces, faut les mettre en avant, mais on a aussi des inconvénients, mais bon, ça peut les glisser. C'est certain que on a aussi en petit cabinet et seul, pas forcément la force d'attraction non plus, de grands cabinets dans les recrutements, ça c'est clair. On part sur la dernière question, c'était le conseil pour les mémorialistes et les jeunes experts comptables qui viennent de diplômer. Quel serait pour toi le conseil que tu pourrais leur donner pour ceux qui veulent s'installer, Xnil? Alors, le conseil ultime, je dirais prendre son temps. Alors, c'est difficile de prendre son temps. Tu vas me les frustrer, là. Ils attendent qu'une chose. Non, je dis pas prendre son temps et de se dire, bon, voilà, je fais rien post-diplôme et j'attends de voir pour. Non. C'est prendre son temps, mais dans l'action. C'est-à-dire que il faut y aller à fond.
Si j'ai envie d'exercer ex nihilo de manière immédiate, il faut y aller. Aujourd'hui, je pense que des clients, on n'a jamais eu autant de facilité. Après, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus, je pense, dans un contexte concurrentiel, etc., par de fait de la communication via les réseaux, etc. Mais il faut y aller. Je pense que c'est pas une difficulté de trouver des clients. Après, je dirais que je conseillerais énormément sur prendre son temps dans la façon, effectivement, de se dire, bah, je choisis mes clients, je choisis ce que j'ai vraiment envie de faire. Peut-être pas forcément les têtes baissées un peu partout, parce que c'est vrai que et on le voit par rapport aux jeunes confrères. C'est vrai qu'on crée, on prête serment, et le lendemain, on nous propose d'aller faire 6 mois une mission dans une entreprise. On nous propose, ou il y a un client qui nous propose de faire plein de choses, ou de devenir directeur financier de sa boîte, ou enfin il y a plein de choses qui vont nous être proposées. Ou faire de l'enseignement. On n'a pas parlé d'enseignement, mais souvent les écoles recherchent aussi des sachants pour enseigner. Ça, c'est une façon de développer son chiffre d'affaires en tant qu'ex nihilo. Et tout ça, effectivement, il faut pouvoir l'arbitrer et prendre son temps là-dedans, parce que derrière, c'est pas forcément évident de se dire, bah voilà, je sais pas, je choisis d'animer une formation 2 fois par semaine, et puis après on se retrouve à se dire, bah oui, mais derrière, je suis bloqué parce que derrière, il y a un client qui me demande de me déplacer une semaine et je peux pas. Et c'est ça qu'il faut bien anticiper au départ et bien évaluer. Et ce qui n'est pas simple, parce que derrière, effectivement, bah, quand on part de zéro, ben on part d'une feuille blanche qu'on doit compléter, et puis derrière, on n'est pas forcément à l'abri, effectivement, que cette feuille blanche se remplisse, on va dire, de manière totalement différente de ce qu'on avait prévu. Donc, faut bien anticiper ça. Je vais prendre son temps par rapport à ça. Je voudrais rappeler aussi que quand on cherche des clients, on peut aussi aller voir plus loin que notre agglomération. Comme toi, sur la spécialisation, il y a peut-être des demandes qui sont faites sur toute la France. Totalement. Ça, c'est clair. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des clients dans les dom-toms. J'ai une cliente qui est en Guyane, en Corse, etc. Donc oui. Et c'est assez agréable, effectivement, d'aller les voir, hein. Ou du moins, on peut avoir une opportunité d'aller les voir, et c'est quand même assez sympa de pouvoir se déplacer dans des départements comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aussi partir du fait que, et ça, c'est la spécialisation qui pousse à ça, parce que derrière, si on prend une compagnie de théâtre qui, je sais pas, est aux Antilles et qui a besoin de conseils et qui se dit, voilà, la compagnie de théâtre, par exemple, elle va se dire, ben, moi, sur Paris, je viens une fois tous les 3 mois ou les 6 mois. Bon, on peut très bien fonctionner ensemble, parce que derrière, à un moment donné, ben, ils se disent, bah, moi, j'aimerais avoir quelqu'un de spécialisé, de sachant en matière fiscale, etc. Et que, ben, effectivement, cette démarche-là permet effectivement d'avoir des clients un peu dans toute la France et au-delà. Eh ben, on te remercie pour ces 1 heure d'interview. Mais juste avant de te laisser, je vais faire un petit jeu je fais à chaque fois quand je fais les interviews. C'est le jeu ceci ou cela. C'est pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Donc j'ai été sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que tu partageais, et je vais te faire choisir entre 2 propositions. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je t'écoute. Alors la première, est-ce que tu es plutôt fêtard ou pantouflard? La question est drôle, parce qu'effectivement, t'as dû regarder un petit peu les réseaux sociaux. Oh oui. Mais j'ai déjà la réponse. Hein, voilà, je suis plutôt fêtard, on va dire. Avec souvent, on te voit avec un président annexe Île-de-France. Souvent. Ah oui, tu as vu ça? Oui. Bon, après on a fait, c'est vrai, une belle présidence avec avec Alexandre Mejverger. Bah, c'est surtout qu'on s'est beaucoup retrouvé dans pas mal de projets qui nous tenaient à cœur, et voilà, et c'est vrai que on a fait aussi des belles choses, hein. On Oui. a fait que faire la fête, on a fait des belles vidéos, voilà, des beaux projets, des beaux événements. Et moi, je pense que c'était une chance, effectivement, pendant 1 an, de jouer on va dire, ce côté très proche, parce que l'Annexe est une association sœur. On a fait des beaux événements ensemble, et c'est bien aussi de pouvoir échanger entre experts comptables, mémorialistes, stagiaires et jeunes confrères. Ouais, n'hésitez pas à aller à l'Annexe et le CGEC pour avoir plein d'infos. Ils sont là pour vous. Deuxième, est-ce que tu préfères manger un hamburger ou un tourne-dos Rossini? Eh ben, j'irai un tourne-dos Rossini.
Et c'est un petit clin d'œil. Alors, voilà, c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai un client historique que j'ai depuis 7-8 ans et qui me dit, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de manger un tourne-dos Rossini, mais c'était dans une présentation notamment que j'avais faite dans le cadre de mon master en termes de communication, et j'avais dit effectivement que je serais ravi, alors de mémoire, je serais ravi de manger un tourne-dos Rossini en parlant de Tintin, de Hergé, de culture. Et voilà, c'est un peu mon identité, c'est de pouvoir effectivement partager autour de gastronomie et de bon vin. Et ben justement, on va rebondir sur le verre de vin. Tu préférais un grand cru bordelais à boire ou plutôt un Von Romanée? Je sais pas si j'ai bien dit. Von Romanée. Mais alors, beaucoup de personnes vont avoir la réponse. Mais voilà, j'ai pas envie de me froisser avec la Nouvelle-Aquitaine. On était récemment là au séminaire d'accueil des élus du CGEC en Aquitaine. Je peux difficilement dire que je ne boirai pas de Bordeaux. Mais bon, moi je suis un peu chauvin, donc moi je suis originaire de Bourgogne. Et effectivement, je pense qu'un Von Romanée, ça vaut vraiment le coup, ça vaut le détour. Et tous les grands crus de Bourgogne valent largement le détour par rapport à beaucoup de choses. Après, il y a d'autres vins, mais voilà, on va dire, Von Romanée, c'est très bien. Je valide. Est-ce que tu préfères regarder un film comme James Bond ou plutôt OSS 117? Alors bon, c'est difficile à choisir parce que c'est pas du tout la même chose. Parce qu'effectivement, James Bond, on est dans le héros, voilà. OSS 117, c'est plutôt décalé, donc je dirais que j'ai plutôt un côté tout autant décalé, donc je dirais OSS 117. Et tu nous as parlé, tu avais déjà un petit peu préparé ça, c'était que tu adores Tintin, c'est là-dessus que tu as fait ton mémoire. Et moi j'ai une question, mais elle va être difficile je pense. J'en ai qu'un seul à lire de Tintin, c'est lequel qu'il faut que je lise? Ça demande une analyse plus fine et je vais être obligé de te faire les mêmes types de questions pour que je peaufine l'album de Tintin. Pour découvrir Tintin, c'est compliqué. Alors ton favori, celui qui t'a fait, ton favori, celui qui t'a dit, ouais, Tintin, je l'adore, qui t'a eu ce déclic, peut-être quand t'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais 3 albums de Tintin que je lisais, et c'est ça qui m'a fait. J'avais Lucky Luke, j'avais Astérix, j'avais 3 Lucky Luke, 3 Astérix et 3 Tintin. Je devais avoir 6-7 ans, tu vois. Donc j'étais tout petit. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi Tintin. Je crois que j'avais commencé par Tintin au Congo, alors que c'est pas forcément l'album de Tintin, on va dire, je sais pas celui que je recommanderais, du moins pour découvrir Tintin. Et j'avais Le Secret de la Licorne et Le Trésor de la Camelle Rouge. Ah, celui-là, je l'avais adoré, moi. Je pense que Le Secret de la Licorne, c'est pas mal. Alors mon préféré, je dirais que c'est Tintin au Tibet, parce que Tintin au Tibet, c'est la neige, c'est une introspection sur le héros, etc. Mais pour découvrir, Le Secret de la Licorne, Le Trésor de la Camelle Rouge, c'est pas mal, je pense. C'est un diptyque, c'est pas mal. Moi, j'avais bien aimé, moi aussi. J'avais les cassettes quand j'étais petit, je passais mes journées dessus à la regarder. C'est vrai que La Licorne et Le Trésor, c'était vraiment... La Licorne et Le Trésor, c'est pas mal, mais tous les albums de Tintin sont ouais, Celui sur la Lune. Celui sur la Lune, il est bien aussi. Sur la Lune est pas mal. Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Totalement avant-gardiste. C'est fou. Eh ben, on te remercie pour ce moment. On espère que ça va permis aux nouveaux experts comptables et aux journalistes de avoir ce déclencheur pour lancer en ex nihilo leur cabinet. Ben, je te remercie, je te dis à bientôt. Merci à toi, Flora. Allez, au revoir à tous. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.